Avancer leurs projets et enfin à les mobiliser tous en masse pour l'égalité. Une seule recommandation, il faut favoriser le dialogue dans le respect réciproque. Mon rôle dans la société française, c'est que quand on blesse et quand on humilie des étrangers, on puisse les dédommager. Vous savez, la France est pour tous ses enfants. La France, on a tous un avenir à bâtir en commun. C'est des familles qui sont là depuis 10, 15 ou 20 ans, qui à cause des lois parce qu'aujourd'hui sont déstabilisées. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on a envie, c'est que les gens se rendent compte que loin de régler les problèmes, au contraire, on a aggravé la situation des gens qui étaient en situation d'intégration. Le président démissionnaire de SOS Racisme fait ses premières armes devant des militants communistes. Il figurera en 5e. Ancien président de SOS Racisme, tu es ambassadeur itinérant du Sénégal et tu as été parlementaire européen, tu as été membre du Conseil économique et social. Dans toutes ces fonctions, laquelle te tient le plus à cœur? Le fil conducteur de tout ça, c'est le combat en faveur de la dignité et des droits de l'homme. Que partout où j'ai été, j'essaie de continuer à travailler dans la recherche de l'émancipation pour les uns et les autres et la retrouver la dignité. J'ai longtemps réfléchi à comment je pourrais raconter la vie de mon oncle à travers mes images, à travers tout ce que j'ai appris ces derniers mois. Mais par où faut-il commencer ? Après de longues discussions de famille au sujet de mon oncle, ma curiosité n'a pas pu s'empêcher de vouloir comprendre pourquoi le monde parlait autant de lui. Je le fais ? Vas-y. Plus fort. J'ai pris le premier avion accompagné de mon frère et de mon cousin et on a rejoint Fodé au Sénégal. Suivre Fodé à l'autre bout du monde, c'est un petit peu comme prendre une caméra dans les mains lorsqu'on n'a jamais appris à filmer. Voilà, alors on y arrive. On arrive à Tamba, on se repose. Demain matin, c'est départ pour le parc national. J'ai très vite remarqué que le repos chez Fodé, ça n'existe pas. Concerté et massif de ces trois formations au pouvoir. Nous avons roulé longtemps, très longtemps, pour arriver jusqu'au village. Partir pour Tambacounda, c'est partir à l'aventure. Ouais, ils ont même changé le panneau, c'est bien. Société Générale. De mon côté, j'ai découvert un petit bout de ce magnifique pays. J'avais discuté il y a quelque temps avec Fodé de l'Erasmus qu'il était en train de mettre en place. Et c'est en voyant toutes les ressources de ce pays que j'en ai réellement compris la nécessité. Plus je m'enfonçais dans les terres, plus je me rendais compte du parcours exceptionnel de Fodé, qui après avoir grandi à Tamba, s'est aventuré dans ce long voyage pour arriver jusqu'en France à seulement 10 ans. Nous sommes connus à l'âge de 6 ans. Lorsque lui et sa maman et son père sont venus ici, son père était un policier qu'on a affecté ici. Fodé vient de Thiès. Depuis lors, nous sommes ensemble jusqu'à son voyage en France en 1975. Lorsqu'il était à l'école, c'est moi qui prenais son défense.
Je pouvais me battre 3 fois ou 4 fois par jour à cause de lui. S'il vient, il ne me trouve pas parmi les groupes des enfants, il fuit. Il dit que si on l'appelle Fodé, vient, non, aujourd'hui, Sine n'est pas là. Ça, il disait ça. C'est quelqu'un qui n'osait de rien. Il avait très peur, mais il étudiait aussi. J'ai demandé à Sidna de me raconter comment Fodé avait quitté le Sénégal. Et j'ai senti que c'était un sujet qui le touchait tout particulièrement. Quelque temps, nous sommes venus ici, nous avons trouvé ici un blanc. Il s'appelait Camille. C'est Camille. Il nous a présenté, il dit que c'est l'ami de son papa. Quelques années après, en français, et un peu en rupture familiale, en tout cas, il décide d'aller en Afrique. Il prend ce fameux train qui va de Dakar au Mali. Il se trouve que M. Camille Guillot va se faire voler toutes ses affaires. Il sort de là, premier réflexe qu'il a, il va au commissariat. Et au commissariat, il tombe sur qui? Sur Boubacar Silla, mon papa. Donc, le temps qu'on avertisse l'ambassade, il vient s'installer à la maison. Et voilà Camille qui se retrouve dans la maison familiale et en boubou. Et il n'a plus rien sur lui, pas de vêtements, pas d'argent, rien du tout. Bon. Une fois qu'il a passé cette année au Sénégal, cette connaissance avec l'Afrique, il retourne en France et il essaie de voir comment il peut traiter la famille sénégalaise qu'il a accueillie. Il nous a dit que lui, il va partir en France. Il va partir en France, il dit oui. Mon père et lui se mettent d'accord pour que je vienne poursuivre mes études en France. C'est après avoir interviewé Sidna et après avoir écouté la famille de Fodé que j'ai pris conscience du déchirement que ce départ avait causé. Même si le monde savait que c'était pour son bien, voir un enfant quitter le village aussi jeune n'est pas quelque chose d'habituel. Mais voir toutes ces personnes heureuses lorsque Fodé revient, c'est ça que j'ai trouvé merveilleux. Respecter tout le monde en un mot, quoi. C'est un gars très pacifique, il n'y a pas de problème. Il a toujours été comme ça, étant jeune, jusqu'à maintenant. Parce que moi, il a grandi dans mes mains. Quand j'étais là, quand on venait, on se mettait tout jeune. On jouait le ballon ensemble, mais moi, j'étais un peu plus grand que. Je lui expliquais tout, comment il faut faire, tout ça, tout ça. Et puis, je lui donnais le cours à l'école et tout ça. Voilà. Et puis, je l'ai connu, il n'y a eu aucun différence entre lui et moi. Étant jeune, moi, je traduisais les chansons de Bob Marley. On écoutait les Bob Marley ici, dans la maison. C'est comme ça, quoi. Ça s'est passé, quoi. Voilà. Grâce à la position importante dans laquelle Fodé se trouve aujourd'hui, il peut revenir chaque année dans son village natal pour évaluer les problèmes de chacun et tenter d'y apporter des solutions concrètes. Fodé espère aider au mieux à la construction d'un avenir meilleur pour les enfants de Tambacounda. Un moyen, comme il dit, de rendre ce qu'on lui a apporté. Nous sommes partis rencontrer la directrice de l'école de Tamba, école dans laquelle Fodé a lui-même étudié lorsqu'il était enfant. Madame Signaté Madoussou Sanogo, je suis là depuis octobre 2017. L'école Plateau 1 a été créée en 1981 par la municipalité. Les écoles ont beaucoup de problèmes, particulièrement la nôtre. L'école est grande, mais les élèves du préscolaire, depuis 2017,
sont dans un abri provisoire. Ah oui. Les petits-enfants doivent être accueillis dans une classe très bien aménagée, mais faute de moyens, on est obligé de les maintenir dans un abri provisoire, ce qui n'est pas souhaitable. On doit reprographier les épreuves pour des milliers d'élèves. Donc la reprographie nous coûte très cher. Si on pourrait avoir un réseau à notre portée pour bien travailler dans ce sens. Les factures d'eau aussi sont très chères. Les enfants gaspillent trop l'eau. C'est un peu coûteux. Les enfants aussi, s'ils peuvent avoir une aide à l'ouverture pour les fournitures des enfants, même si c'est une aide matérielle, amener les fournitures pour les enfants, ça nous fera plaisir. Bon, l'école a été construite en 1980 par la municipalité. C'est ça. Et vous connaissez les municipalités du Sénégal, de notre Afrique. Oui. Mais actuellement, la municipalité, tellement de problèmes avec la parents, ne peut pas s'occuper de ces classes. Tout à fait. Je crois qu'il y a, dans ce que vous dites, il y a probablement 3 niveaux. Bon, il y a une partie qui dépend de la mairie. Je pense que tout ce qui est bâti, construction, etc., on va continuer à faire votre plaidoyer en votre faveur auprès des autorités. Après, il y a une autre partie qui est, je veux dire, qui touche à l'équipement en tant que tel. Comment faire pour vous aider à avoir une salle qui va s'occuper, par exemple, d'informatique, du numérique, c'est important. Et il y a une autre partie dont je vais moi-même essayer en tant que possible. Mais moi, je peux m'engager, par exemple, effectivement, pour dire je prends en charge chaque année la facture d'électricité. Je dois ça au moins à l'école de Tambacounda, qui nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui. Bonjour, madame. Ah, madame Konaré. Il y a à la fois le désir pour tous les parents pour que leurs enfants s'en sortent, mais ils n'ont pas tous ce même rapport à l'enseignement. Et à ce moment-là, ce qui importe, c'est que l'enfant devienne un agriculteur ou un pasteur comme ses parents, parce que son destin, c'est quand même de venir reprendre la succession familiale, notamment dans les champs. Nous étions dans des classes à Tambacounda où nous étions entre quand même 40, voire à 100, 120 élèves. Des fois, tu avais par exemple les classes de CM1 et CM2 qui constituaient la même classe. Mais la façon dont on nous classifiait, ce n'était pas du tout par rapport à l'âge, aux connaissances, mais c'était par rapport à la taille. Voilà, on disait les plus petits devant, les plus grands derrière. Alors moi, qui tous étaient costauds, qui faisaient partie des plus jeunes, mais je me retrouvais au fond, par exemple. Quand tu as un gamin de 80 élèves, de 100 élèves, avec des niveaux différents, pas identifiés, avec certains qui viennent de la campagne de temps en temps, qui sont là 3 jours par semaine, d'autres qui sont là moins, voilà, avec pas les mêmes âges, c'était extrêmement compliqué. C'est-à-dire des gamins qui disaient, bon, bah, tout ça c'est très bien, mais ce qui compte c'est trouver un métier et un travail. On est très fiers de vous rencontrer à table ici pour discuter les problèmes fondamentaux du parc et du tourisme. Donc, il y avait, dans le guide du routard, il y avait marqué « étranger, passez votre chemin, il n'y a rien à voir ». Et on avait l'impression que Tambacounda et sa région n'avaient pas grand-chose à offrir. Pour moi, j'étais fier de leur dire « non, venez,
On a aussi un parc national. Je pense que ça fait partie d'un des objets les plus importants pour le marketing territorial de notre région et de notre ville. Et en Afrique de l'Ouest, on va vous parler peut-être un peu du Burkina. On va même vous parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais on ne va pas forcément vous parler du parc du Niokolo-Koba. Donc je pense que nous avons déjà un effort pour continuer à faire que ce parc soit identifié comme un des plus beaux parcs qu'il y a en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Il faut mener des activités à la périphérie, accompagner la population à la périphérie. On a un problème de communication à l'intérieur. Parfois, si les radios ont un panne, nous, agents qui se trouvent à l'intérieur, on a un problème. On dit que le parc ne doit pas avoir un réseau. À la périphérie, il y a certains villages qui ont un problème d'eau. Maintenant, on dit Nyokolo Koba. Nyokolo Koba n'est même pas médiatisé. Hein? Même moi, dans ma maison, c'est beaucoup plus médiatique que Nyokolo Koba, qu'on dit comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous savez, il y a beaucoup de bétail. Et s'il n'y a pas d'eau à leur niveau, ils sont obligés de rabattre dans le parc pour que le bétail puisse avoir de l'eau. Ça aussi, c'est bon de souligner ça. Tout ce qui est dit en termes de comment est-ce qu'on équipe tout ça, si on a un beau plaidoyer, parce que même si je vois le président, je dis j'étais au parc, tout ça très bien, et je dis vraiment ça va pas, Cimenti, tout ça, quelle est la première chose qu'il va me dire? Est-ce qu'il est en écrit, Fodé? Parce que même en termes de communication aujourd'hui, il faut que nous-mêmes on sache ce qu'on veut, qu'on crée l'événement, ils ne viendront pas le faire pour nous. C'est à nous de créer l'événement. Donc il faut faire un premier plaidoyer en termes de méthode, en mettant en avant dans ce plaidoyer, voilà, ce parc existe depuis tant, voilà ce que ce parc peut apporter au Sénégal en termes d'image, voilà ce que ce parc peut apporter aux populations locales, voilà comment est-ce qu'il faut faire en termes de méthode, s'appuyer sur les guides, etc. Donc on a un travail d'abord à faire, parce qu'on peut constater tout va mal, si on ne décide pas d'une méthode, il ne se passera rien. Vous allez voir, ça va bouger pas. Il y a tout ce que l'État fera ou ne fera pas, mais nous déjà, on va faire. N'est-ce pas hein? Voilà, vous avez vu la démarche. Like léegi te jamono jàpp ma ba nga foog ne dama la fàtte yàlla saa yi jafe jamono rekk la du caageen dama la bàyyee ngir lañu defoon manu ko sul nañu melo. C'est un rêve de vie, c'est de redonner ce que j'ai pu recevoir quand j'étais enfant, de transmettre. Il y a une disponibilité, il y a une capacité à représenter les autres, il y a une confiance que les autres vous portent dans le fait que le combat originel sera porté par vous. Les paroles de Fodé m'ont à moi aussi donné de l'espoir. Un espoir pour toutes les générations à venir. Kila defalon, kila uro, kila bago, ono jamais. Namanale, namanale, Puis nous sommes rentrés en France, plus précisément à la capitale, là où Fodé travaille durant une partie de l'année.
Après avoir étudié durant plusieurs années et dans plusieurs pays les problèmes d'éducation, de travail, de pauvreté et de racisme, des luttes pour lesquelles Fodé se bat depuis tout jeune, une équipe de chercheurs ainsi que des politiciens de toutes parts se sont rassemblés à Paris pour tenter d'améliorer la situation d'un grand nombre de personnes dans le monde entier. Le Sénégal, quand on ira en colloque, moi je veux ça. Les engagements, ça vient du degré de savoir qu'on a, ça devient du degré de savoir qu'on a envie de faire partager. Tous les combats qu'on on les mène à travers des consciences qu'on s'est forgées. Et ces consciences-là, c'est toujours le degré de savoir, de connaissance et d'éducation. On peut enfin s'embrasser. Ouais, allez. Comment tu vas? Ça va? Quelles sont ces catégories? Par exemple, on parle des médecins aujourd'hui, des médecins étrangers en France. Quelle est la part des Africains dans ces médecins étrangers? Dans quel domaine ils sont tous spécifiques? Dans quel domaine, dans quelle spécialité, quel statut ils ont, etc. Aujourd'hui, les pays qui veulent bénéficier de l'apport de leur diaspora n'ont pas une connaissance suffisante de la façon dont leurs diasporas ont pu, par exemple, évoluer à l'étranger. Comme est l'observatoire, il faut qu'ils se mettent en contact avec l'UCAD. Donc on essaie de voir avec l'UCAD, le département qui travaille aussi sur les questions de diaspora, de mouvement des populations. Et qu'ensemble, quelque part, ils puissent dire, nous, le Sénégal, c'est ce qui nous intéresse. Alors, je suis aussi avec Hubert, qui lui était qui est spécialisé dans la formation, l'Europe, et qui était le directeur du CNAM en Seine-Saint-Denis. Et on travaille sur les échanges, sur l'apprentissage entre l'Afrique et l'Europe. La question de l'école, voilà. La question de l'école, c'est de l'accès à l'école. C'est celle qui, je pense, est le fond de tout ça. L'observatoire, mettre en place un observatoire. Moi, ce qui m'a distingué, ce n'est pas que j'étais mieux qu'un autre enfant de Tambacounda, c'est que juste j'ai la chance d'avoir un parcours à l'école, universitaire. Et c'est ça que je souhaite à tout le monde. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, je vais maintenant me concentrer pour essayer de voir comment est-ce que je peux faire bénéficier un maximum de jeunes de Tambacounda et du Sénégal et accessoirement africains. Donc l'idée, c'est de lancer un Erasmus Afrique, Europe, Monde sur les métiers, l'apprentissage et la formation professionnelle. Et je pense que ce sera un juste retour par rapport à ce que moi, l'éducation m'a permis d'obtenir. Il y a des gens aujourd'hui qui passent leur temps à vouloir dresser des murs, à vouloir créer des conflits, à agir sur nos sentiments les plus primaires. Alors moi, je fais partie des gens qui veulent construire des ponts, qui veulent renforcer notre part d'humanité, qui pensent que ce qui est le plus important, ce n'est pas le nombre d'argent et de comptes en banque qu'on a, c'est d'abord notre capacité à pouvoir co-construire des choses ensemble, à pouvoir bâtir et avancer ensemble. L'humanité, ça se bâtit. Ça se bâtit avec du cœur, ça se bâtit avec de l'espoir et ça se bâtit avec de l'engagement. Mandela dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ne connaissent pas les mêmes frontières que les êtres humains. Dans ce monde où les épidémies et les nuages toxiques sont moins contrôlés aux frontières que les enfants fuyant les violences de la guerre et la mort, dans ce monde ouvert où l'art et la culture ne connaissent plus de barrières, peut-on encore être surpris, voire choqué que les âmes humaines se battent pour avoir le droit de franchir les fleuves, les mers et les montagnes.